Les amis, bienvenue. Je vous retrouve dans cet épisode dans lequel je vais vous parler des oxalates. Alors l'oxalate est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Je vous avais pas partagé mon avis publiquement parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, j'étais un peu saoulée de voir encore un énième scandale autour là des oxalates, ou alors c'est les lectines, ou alors c'est les FODMAPs, ou alors c'est XYZ, il y a toujours un truc qui sort. Et en fait, ce que je trouve souvent dommage, c'est que ça manque de contexte, ça manque de mise en perspective. Je pense qu'on oublie souvent que les problèmes de santé qu'on essaie de régler avec un aliment ou une famille d'aliments, ou là en l'occurrence ce qu'on appelle un antinutriment, on va voir ça en détail, en fait est souvent multifactoriel. Et puis pour moi le problème aussi c'est que souvent les personnes qui regardent ces contenus, les personnes qui regardent les médias sur ces sujets-là sont des personnes qui recherchent déjà l'alimentation parfaite pour être en bonne santé, ou qui se disent ah ben tiens en fait mes symptômes, bah ça y est j'ai trouvé la cause. Or un c'est multifactoriel, et deux ça entretient en fait ces phénomène d'orthorexie qu'on peut voir. Donc l'orthorexie, c'est quand on commence à trop regarder les étiquettes, qu'on développe une obsession excessive sur l'alimentation qui devrait être parfaite pour être en bonne santé, ou pour la longévité, ou pour sa minceur, ou que sais-je. Et on en voit beaucoup. Et je sais que parmi mes élèves, il y a beaucoup de personnes qui étaient orthorexiques et qui justement ont commencé à instaurer la règle des 80-20 et à mieux comprendre en fait ce qui se passe dans le corps. Et ce qui est dommage avec ces scandales aussi, c'est que ça crée plus de stress. Or, le stress vient mettre de l'huile sur le feu, sur des symptômes qu'on cherche à atténuer, justement avec des régimes spécifiques. Donc vous voyez, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, et c'est pourquoi à la base, je disais non mais il faut arrêter. Un, c'est la dose qui fait le poison, et deux, les problèmes de santé qu'on cherche à résoudre, c'est multifactoriel. Voilà, ça, c'est mon avis. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je pense que ce qui est important de savoir, c'est quoi les oxalates, quels sont les aliments qui en contiennent le plus, quels sont ceux qui en contiennent le moins, quels sont les risques, qu'est-ce que dit la science clairement, et puis peut-être quels sont les experts aussi qui peuvent nous donner des références intéressantes. Donc, déjà, les oxalates, ce sont des sels ou des dérivés de l'acide oxalique, et c'est produit d'abord par les plantes. Donc, les plantes en produisent tout naturellement pour se défendre parce qu'elles n'ont pas envie d'être mangées, elles ont envie de survivre. Donc, elles vont développer ce qu'on appelle des antinutriments. Et dans un prochain épisode, je vous parlerai en détail des antinutriments. Et ça, c'est fondamental. C'est d'ailleurs même en fait le fondement de ce pourquoi j'avais créé IG à la base. Dans IG dans cette formation pour devenir expert en nutrition santé, j'explique d'abord bien sûr toutes les bases en macronutriments, micronutriments, le système digestif, etc., etc. On voit beaucoup de choses. Et c'est qu'au bout de 4-5 mois de formation qu'on arrive au module 3, où là j'explique en détail l'impact de nos choix alimentaires sur l'écologie, sur la planète, sur nos terres. Et ça c'est extrêmement important. Je pense que j'y reviendrai peut-être dans cet épisode ou dans d'autres podcasts, parce que pour moi, la qualité de notre microbiote, donc aussi notre capacité à bien tolérer les oxalates ou non, va dépendre de la qualité de notre terre. Et malheureusement, à force d'engrais, de pesticides et de cochonneries qu'on lui met, il ne faut pas s'étonner que notre microbiote aussi soit aussi malade, déséquilibré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le module 3 de la formation. Et ensuite, il y a tout un chapitre sur comment végétaliser intelligemment. Parce que oui, j'ai eu beaucoup de végétariens, végétaliens qui ont commencé en fait à se lancer par éthique, par valeur, ou pour perdre du poids ou que sais-je, et qui en fait se sont retrouvés avec des symptômes au niveau digestif parce qu'ils n'avaient pas de connaissances sur ces fameux antinutriments dont les oxalates font partie, mais aussi il va y avoir les inhibiteurs d'enzymes qui sont les antiprotéases, les antiamylases, les antitrypsines. On va avoir la saponine, par exemple, qu'on trouve dans le quinoa. Vous savez, quand on le lave, on voit que ça fait comme des bulles, comme si c'était un peu savonneux. On va avoir les lectines également, les tannins. Donc il y a beaucoup d'antinutriments. Il n'y a pas du tout que ces oxalates qui sont des systèmes de défense en fait des plantes. D'accord ? Maintenant, les oxalates, ce qu'il y a de particulier, c'est que les animaux et notre corps en produisent aussi. En fait, c'est comme un déchet, si vous voulez, c'est un déchet qui résulte du processus d'oxydation, soit du processus métabolique naturel du corps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être utile au corps, mais c'est un processus qui vient de la dégradation des cellules, de leur régénération, et ça va être plus ou moins produit selon les individus, et on va y être plus ou moins sensible. Et ça, c'est important. Parce qu'on va avoir bien sûr des aliments qui en contiennent, c'est-à-dire qu'on va à la fois avoir un apport exogène, c'est-à-dire que ça vient de l'extérieur et ça vient par les aliments, et on va avoir une production endogène, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. Et là, en fait, on n'a pas de manière de mesurer le pourcentage. On ne peut que mesurer le taux total d'oxalate dans nos urines. Mais par contre, au niveau du pourcentage, on ne sait pas. Et donc, certaines personnes vont
apporter 50% d'oxalate, en produire 50% par rapport à leur taux global. Certains, ça va être 80% produit par le corps, mais 20% par l'alimentation. Certains, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est déjà important de comprendre ça parce qu'on se rend compte que pour les personnes qui y sont très sensibles, c'est peut-être aussi qu'il y a une production endogène qui est excessive ou qui en tout cas dépasse les normes habituelles. Donc maintenant, au niveau des aliments les plus riches en oxalate. Alors là, vous savez, c'est un petit peu comme les fibres solubles, insolubles. Il y a des années de ça, en fait, je m'arrachais les cheveux parce qu'il y avait autant en fait de listes que d'auteurs. À chaque fois, en fait, personne n'était d'accord. Donc j'ai essayé quand même de vous référencer ce que je retrouvais tout le temps. Donc les aliments les plus riches en oxalate, ça va être le pourpier, puis les épinards qui en sont très riches, la rhubarbe, le cacao en poudre, les amandes, les noix de cajou, le chocolat noir, les betteraves, donc les feuilles de betterave, puis la betterave en elle-même, les pommes de terre, les patates douces, les noix de cajou. Là, je sens que vous commencez à vous dire, mais c'est pas possible, c'est tout ce qui est sain, c'est tout ce que j'adore. Il y a le quinoa, le sarrasin, les fèves, les haricots, le kiwi, les baies comme les myrtilles, les framboises, le thé noir, le thé vert, le curcuma, la cannelle, le poivre noir, le cacao cru, les dattes, les figues, bien sûr les smoothies verts avec des feuilles comme les épinards, etc. Les jus végétaux crus de ces légumes-là, mais aussi les abricots, les mandarines, les raisins secs, le chia, le pavot, le chanvre ou encore l'amarante. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'aliments et moi, clairement, quand je regarde cette liste, je me dis, je mange beaucoup de tout ça en fait. Alors je ne mange pas que ça, mais je mange beaucoup de tout ça. Et il y a une chose qu'il faut vous rappeler, c'est que ces listings sont faits du plus élevé au plus faible, à la teneur la plus élevée à la teneur la plus faible sur 100 grammes, mais rappelez-vous que ne vous consommez pas 100 grammes de curcuma, d'accord, 100 grammes de cannelle ou 100 grammes de poivre noir, enfin en tout cas j'espère pour vous. Idem pour les graines de chia, pour les graines de chanvre, en général la poudre de chanvre par exemple, quand on cherche des poudres de protéines ou même des graines de chanvre qu'on veut mettre dans nos salades, on va mettre 10-20 grammes max. Les graines de chia, on sait que c'est 20 grammes par jour à peu près. Le cacao, c'est pareil, on va être entre 5 et 10 grammes. Donc voilà, c'est important de voir la notion de dosage, de quantité, de portion, et pas que prendre les choses brutes de décoffrage. D'autant plus qu'on va le voir, selon avec quel aliment on va associer ces aliments riches en oxalate, on va plus ou moins les assimiler. Avant d'aller sur comment limiter les problèmes, on va aller sur les risques. Donc la personne qui a grandement démocratisé on va dire, cette guerre contre les oxalates. Et je ne dis pas du tout ça pour dénigrer son travail, loin de là, parce que je pense que c'est une experte issue d'Harvard qui a quand même poncé son sujet. Donc c'est Sally Norton qui a écrit Toxic Veggies ou Toxic Superfoods, qui explique en fait que l'excès de ces oxalates ou que ces aliments-là pourraient favoriser des migraines, de la fatigue chronique, des troubles rénaux, des troubles cardiovasculaires. Et on sait en effet que sur un terrain inflammatoire, déjà chronique, c'est-à-dire une inflammation systémique déjà installée, les cristaux d'oxalate vont générer des troubles articulaires, des douleurs, de la fatigue, un brouillard mental. On sait aussi que s'il y a une perméabilité intestinale, donc un intestin poreux, on va se retrouver avec des personnes qui seront beaucoup plus sujets à ces symptômes. Et enfin, ce qui est sûr, c'est que les oxalates, comme d'autres antinutriments, vont favoriser la déminéralisation. Pourquoi ? Parce que dans le tube digestif, quand vous avez du fer, du calcium, du magnésium par exemple, et que vous avez des oxalates, en fait, ils vont se lier ensemble et ça va créer des sels qui vont soit être éliminés justement dans nos selles, soit ça va se cristalliser, ça va donner ces fameux calculs rénaux qui sont notamment faits d'oxalate de calcium. Et ça nous permet de comprendre la différence entre des oxalates qui vont créer des calculs rénaux ou des oxalates qu'on va pouvoir éliminer. Si vous mangez un aliment qui est riche en oxalates, mais couplé à un aliment qui contient du calcium, c'est-à-dire dans votre bol alimentaire, dans votre assiette, vous allez par exemple manger des sardines qui sont très riches en calcium, mais vous allez consommer beaucoup d'épinards qui contiennent des oxalates. Eh bien, dans le tube digestif, quand ça se passe au niveau intestinal, au moment du repas, eh bien là, en fait, le calcium va se lier avec les oxalates, ça va créer ces sels et ça va être éliminé naturellement. Mais en revanche, si vous avez consommé beaucoup d'aliments riches en oxalates seuls, eh bien là, en fait, les oxalates vont passer par voie sanguine et urinaire et puis vont rencontrer le calcium qui a été filtré au préalable par les reins. Et c'est là que ça peut créer en fait des calculs et qu'on va avoir donc ces calculs rénaux. D'accord ? Donc en gros, l'astuce numéro 1, c'est d'apporter des aliments qui sont riches en calcium. Et donc ces aliments riches en calcium, eh bien ça peut être les sardines comme je le disais,
toutes les algues, et attention parce que les algues absorbent les métaux lourds, donc on va éviter de consommer des algues qui viennent de on ne sait pas d'où, on va prendre toujours des algues qui sont issues de cultures biologiques, qui sont cultivées dans des bassins d'eau pure. Vous allez avoir le germe de blé. Alors le germe de blé, c'est vraiment l'un des super-aliments majeurs. Donc ça contient du gluten, mais c'est important en fait de savoir qu'encore une fois, pour des cœliaques, ce ne sera pas possible, mais pour des intolérants, ça peut tout à fait le faire parce que vous en consommez, je sais pas, une petite cuillère à café par jour, d'accord? Donc très souvent, c'est bien toléré. Mais ça fait partie, le germe de blé, comme l'herbe de blé, comme le pollen frais, comme la clamate, ou voilà, certains aliments dont je parle beaucoup aussi dans mes formations, de bombes nutritionnelles bénéfiques. Et là, en l'occurrence, le germe de blé contient en grande quantité aussi du calcium. Vous avez les herbes aromatiques séchées qui en contiennent beaucoup aussi, le sésame et la purée de sésame qu'on appelle aussi le tahini. Et puis vous avez les amandes. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que les amandes sont riches en oxalates, mais elles sont riches en calcium aussi. Donc si vous voulez limiter ces oxalates, vous pouvez prendre des amandes qui n'ont pas la peau. Vous pouvez aussi tremper ces amandes, les faire pré-germer. Ça veut dire que vous les faites tremper quelques heures, puis vous les rincez, vous les laissez humides quelques heures à température ambiante avant de les mettre au frigo. Pourquoi? Parce que ça va créer en fait des petites bactéries en surface de fermentation et ces bactéries vont favoriser en fait la dégradation des oxalates. C'est pourquoi les techniques de cuisson sont très importantes. On a les crucifères également, les brocolis, les choux, qui sont très bénéfiques, qui sont riches en calcium et qui du coup vont bien absorber ces oxalates. Les crevettes, les graines de lin, la mélasse, les huîtres, le chou frisé, les maquereaux. Donc vous voyez, il y a de quoi faire quand même avec des aliments riches en calcium pour associer nos repas. Bien sûr, là je suis en train de parler quand même pour des personnes qui sont très sensibles, qui ont peur de l'impact des oxalates ou qui ont des prédispositions. Parce que inflammation, intestin perméable, calculs rénaux, bah là ce sera très intéressant de penser à ajouter ces aliments-là. Ok ? Donc, en plus de ça, si je résume, et c'est ce que nous dit la science de manière précise, c'est que les oxalates ne sont pas dangereux pour tout le monde, d'accord? C'est vraiment une question de terrain, de personnalisation, de sensibilité individuelle, de ces niveaux de combien ce que mon corps en produit vs ce que je consomme. Donc, est-ce que c'est l'ennemi numéro un à abattre? Eh bien, pour la majeure partie de la population, non. Mais pour ces personnes sensibles ou avec ces prédispositions, c'est à limiter. Voilà. Alors maintenant, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur les symptômes qu'on pourrait avoir qui pourraient montrer que les oxalates sont incriminés. Là, je vais vraiment m'adresser aux personnes qui ont déjà testé beaucoup de choses, qui suivent déjà des régimes restrictifs, mais qui ont des régimes peut-être très riches en ces aliments riches en oxalates. Peut-être que là, ça vous fait tiquer en écoutant le listing que j'ai dit au début de l'épisode. Et on va aller un petit peu plus loin sur les symptômes qui peuvent révéler qu'il y a trop d'oxalates. Donc ça va être des douleurs diffuses. Des douleurs dans le corps, façon un peu, vous savez, fibromyalgie, il y a des douleurs articulaires, ça circule un peu partout, il n'y a pas trop de sens, ça peut être un signe. Tout ce qui est sensation de brûlure ou d'aiguille interne, ça aussi, ça peut être un signe. La fatigue inexpliquée, le brouillard mental, ça, je l'ai dit précédemment, mais vous avez aussi l'irritation de la peau, ce qui peut être eczéma, démangeaison cutanée aussi. Des crampes musculaires, notamment liées à la déminéralisation. Donc c'est souvent quelque chose qu'on ne va pas voir si on supplémente pour des personnes qui prennent du magnésium et qui mangent beaucoup d'oxalates. Il y a fort à parier que le magnésium qu'elles consomment est tamponné par les oxalates, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas en assimiler une grande partie. C'est pourquoi je préfère grandement le magnésium sublingual. Je vous en reparlerai cette semaine dans l'un des épisodes. Mais aussi en autres symptômes, on va avoir la rétention d'eau, les ballonnements, les inconforts, surtout si vous sentez que vous ballonnez énormément après avoir bu un jus vert, bu un smoothie avec beaucoup de laitue, ou pas de laitue, mais de feuilles, comme de feuilles d'épinards crus, et que vous sentez, ça peut être un signe. Et puis bien sûr pour les personnes qui ont des antécédents ou qui suivent un régime végétarien, végétalien, ou qui ont des antécédents de candidose, qui ont eu peut-être des problèmes digestifs, des maladies inflammatoires digestives, ou des prises d'antibiotiques qui ont justement dérégulé à la fois l'équilibre intestinal et surtout le microbiote, parce que le microbiote est extrêmement important. En fait, il faut savoir que nos lactobacilles, mais aussi d'autres bactéries, on pense notamment à l'oxylobactère, qui est une bactérie qui, elle, va absorber les oxalates, elle va les utiliser en fait, et elle va aider à les dégrader. Et de manière générale, les lactobacilles et d'autres familles vont dégrader aussi ces oxalates. Donc ça va éviter l'absorption et donc la formation de calculs rénaux. Donc c'est pourquoi la diversité et la qualité de notre microbiote est extrêmement importante. Et il faut y penser, si vous prenez des antibiotiques, de tout de suite vous supplémenter en probiotiques
Et par contre, ne prenez pas de probiotiques si vous avez juste des symptômes digestifs. Parce que s'il y a un SIBO, s'il y a une dysbiose, s'il y a des fermentations, c'est-à-dire des ballonnements, voilà, et que le ventre gonfle et que vous rajoutez des probiotiques dessus, il y a fort à parier que ça cause davantage de problèmes. D'accord ? Donc la prise de probiotiques pour essayer de résoudre un problème digestif, ça se fait que avec un suivi et des conseils personnalisés. Par contre, aucun risque si vous prenez des antibiotiques d'avoir des souches assez larges de probiotiques pour pouvoir réensemencer l'intestin le temps que votre corps refasse son propre microbiote. D'accord ? Ça, c'est important. C'est une nuance que j'ai envie de vous partager parce que très souvent, on se dit je vais refaire ma flore intestinale grâce à des bons probiotiques. Ben non. En fait, non. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. En fait, votre microbiote intestinal, donc les familles de bactéries qui habitent vos intestins, donc déjà vous avez plein de microbiotes, vous avez un microbiote cutané, buccal, intestinal, vaginal, anal, bon bref. Et ces microbiotes, c'est un petit peu comme votre ADN. Il n'y en a qu'une sorte. Les ratios que vous allez avoir en bactéries, ce n'est que pour vous. Et quand vous prenez des antibiotiques, par exemple, et que vous prenez des probiotiques, le but, c'est quoi ? C'est que ce qui est venu nettoyer et donc rendre vulnérable par le manque de bonnes bactéries protectrices l'antibiotique, eh bien là, on va aller mettre des probiotiques qui vont aller se mettre sur la muqueuse pour prendre la place, le temps que votre corps refasse en fait sa propre famille bactérienne, son propre microbiote. Ok ? Donc ça, c'est important de le noter. Alors, maintenant, comment réduire peut-être ces oxalates, ou si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, ou vous vous sentez à risque, ou que vous voulez juste faire le test en fait. Moi je suis Madame Test, j'adore expérimenter des trucs, et c'est ce que je vous invite à faire parce que c'est la meilleure manière de savoir ce qui vous convient. Donc déjà, ça va être de réduire progressivement les aliments qui en sont très riches. D'accord ? Ça ne sert à rien de tout couper du jour au lendemain, parce qu'il pourrait y avoir des effets rebonds. Ensuite, comme je disais, c'est d'associer notamment du calcium au moment des repas. Et puis, vous allez pouvoir augmenter vos apports en aliments qui sont pauvres en oxalates. Et là, en fait, je vous ai trouvé un listing d'aliments qui est issu de différentes sources. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais précédemment, il y a plein de versions en fait, qui diffèrent. Donc tout d'abord, on a Saline Norton, qui est donc l'auteur de Toxic Veggies et qui est experte en nutrition, en santé publique, diplômée d'Harvard. On a aussi Suzanne Coston Owen, qui est la fondatrice de Trying Low Oxalates. Donc c'est le groupe scientifique le plus important au monde. Vous avez également la Harvard Kidney Stones Research. Donc là, c'est l'équipe de recherche officielle d'Harvard sur la formation des calculs rénaux, l'impact des oxalates alimentaires, la prévention métabolique. Et vous avez aussi la Vulvar Pain Foundation, qui est une organisation médicale qui là s'occupe, qui est spécialisée en fait en douleurs vulvaires, dans les neuropathies pelviennes et dans les cystites interstitielles. Donc selon ces différents listings que j'ai croisés, voilà ce qu'on a comme aliments pauvres en oxalates où vous pouvez y aller tranquillou. Donc en légumes, vous allez avoir les brocolis, les choux-fleurs, les courgettes, les concombres, les champignons, les haricots verts, le céleri, le poivron, la laitue, les oignons. Et je pense qu'on va vous faire un petit résumé, un petit PDF pour vous mettre ça. On vous mettra en descriptif du podcast. Au niveau des fruits, vous avez les melons, le raisin, les pommes, les pêches, les prunes, la papaye, la banane. Au niveau des protéines, alors tout ce qui est protéines animales, il n'y a pas de problème. Idem, alors les fromages, les yaourts, moi personnellement, je ne suis pas pour les produits laitiers de vache, mais ça contient peu d'oxalates. Sinon, allez sur du brebis, quoi qu'il arrive. En féculents, riz blanc, alors c'est là que c'est intéressant, parce que en nutrition santé, on va toujours vous dire d'aller plutôt sur au moins du demi-complet pour avoir des fibres. Mais bon, si on se base sur ces listes, ça va être riz blanc, polenta, orge, pain blanc, pâte blanche. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Mais bon, pour les personnes très sensibles, voilà la règle. Et après tout, ne l'oubliez pas, dans les épisodes que j'ai faits sur le sucre et la glycémie, je vous explique que quand vous associez des pâtes blanches, du pain blanc par exemple, avec des aliments qui sont très riches en fibres, comme des légumes, ça va limiter l'index glycémique ou la charge glycémique, c'est-à-dire l'impact de ces aliments très riches en sucre, parce que c'est des céréales raffinées, sur votre taux de sucre dans le sang. D'accord ? Donc tout dépend, ne vous faites pas un riz blanc tout seul. D'accord ? Couplez-le toujours à des fibres. Et puis en boisson, alors là, il y a beaucoup de choses qui sont à éviter, parce qu'il y a beaucoup de plantes aussi qui peuvent en contenir, mais il est conseillé de boire de l'eau, bien sûr, du rooibos, de la camomille, d'éviter donc tout ce qui est smoothie vert, cacao cru, épinards crus. Et puis, on a enfin des méthodes de cuisson qui arrivent, et je suis heureuse que ce soit stipulé aussi dans ces listings, parce que c'est extrêmement important.
c'est de cuire déjà avant tout à l'eau bouillante. Alors, on le verra dans le podcast sur les antinutriments. Selon les antinutriments que vous consommez, il y a des méthodes, que ce soit le trempage, la germination, la fermentation. Là, on sait, on l'a vu, que la fermentation peut aider. Et sinon, ce qui réduit entre 70 à 80% les oxalates, c'est de cuire à l'eau bouillante. Alors, vous le savez, moi je suis pro cuisine vapeur ou à l'étouffée pour bien garder les nutriments. Mais typiquement, si on veut limiter les apports d'oxalates parce qu'on se reconnaît dans ces symptômes, eh bien là, de cuire en tout cas ces végétaux à l'eau bouillante et de jeter cette eau-là, bien sûr, bah ça va vous limiter grandement les oxalates que vous consommez. Maintenant, ce que j'ai envie d'ajouter à ça, ce qui fait le lit en fait de ces symptômes qui sont exaltés par différents aliments, c'est l'inflammation de bas grade et un intestin en mauvaise santé. Donc pour moi, comme je disais précédemment, il est important de restaurer le microbiote, ok. Mais ça vient après avoir réparé l'intestin. Et pour réparer un intestin, il faut déjà éviter tout ce qu'il n'aime pas et tout ce qui l'irrite, à commencer par le gluten. On sait aujourd'hui que la protéine du gluten est pro-inflammatoire chez tout le monde. Ça ne va pas avoir le même effet, on va être plus ou moins tolérant, mais à la base, on est dans la tolérance. On n'est pas dans quelque chose qui nous est bénéfique. Et quoi qu'il arrive, ça va générer cette pro-inflammation, cette inflammation localisée. Donc, on va éviter le gluten, les produits ultra transformés qui sont très irritants pour la barrière intestinale, l'alcool, les huiles hydrogénées, hein, toutes les petites huiles transformées que vous trouvez. On va vous dire que les huiles végétales ou les huiles de graines qui sont dans des bouteilles en plastique, qui sont chauffées à haute température, qui contiennent des solvants, c'est complètement OK pour votre santé. C'est faux, d'accord, ne l'oubliez pas. C'est des huiles qui sont transformées, hydrogénées, peroxydées, dans des bouteilles en plastique, et les plastiques contiennent des perturbateurs endocriniens qui se libèrent au contact de l'huile. Donc tous ces trucs à la mort moelle-neu, pour pas dire autre chose, on évite. Ok. Ensuite, forcément, il va y avoir les fritures, parce que souvent les fritures, on ne les fait pas forcément chez soi, on va au resto, mais donc il y a beaucoup de ces huiles hydrogénées dans les fritures. Vous allez avoir aussi l'excès de produits trop cuits, d'accord. Quand vous grillez, carbonisez, alors ça, il y a cette bonne petite odeur, hein, de cramer ou de brûler ou de griller, pardon, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, de griller qui sort, mais ça aussi c'est pro-oxydant. Si jamais, d'ailleurs je fais une petite parenthèse, mais si ce sujet-là vous intéresse, notamment sur les cuissons qui sont néfastes, j'ai fait toute une masterclass sur la longévité. Il y a 2 vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Et puis vous avez également une masterclass très complète sur l'inflammation. Donc vous pouvez regarder ça si vous vous sentez concerné par tout ça, allez regarder ces masterclass, ça va rien qu'avec ça transformer votre santé. Donc voilà, et je parle notamment dans les vidéos sur la longévité de ce qui est pro-oxydant et tout ce qui est grillé, carbonisé, c'est vraiment néfaste. Pour toujours dans cette optique de réparer l'intestin ou en tout cas d'éviter de le fragiliser, on va vraiment penser aussi à évaluer quelles sont nos allergies alimentaires, qui sont souvent connues, mais aussi nos intolérances alimentaires. Donc très souvent, ce qui ressort, hein, pour en avoir vu beaucoup, c'est les produits laitiers, le gluten, le soja, le blanc d'œuf, la levure alimentaire, parfois les arachides, le céleri, d'accord. Donc essayez de voir et sinon de faire des analyses au moins une fois dans votre vie, ça peut être intéressant. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent expliquer, bien sûr, des problèmes intestinaux qui vont exalter le fait qu'on soit réactif à plein d'aliments ou notamment aux oxalates. Ça va être le stress chronique, d'accord, parce que le stress va favoriser la perméabilité intestinale et l'inflammation systémique. Vous allez avoir aussi le manque d'acide chlorhydrique, c'est-à-dire que s'il y a un manque d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, on va avoir une mauvaise digestion et ces aliments mal digérés, notamment les protéines, eh bien, vont fermenter au niveau intestinal et c'est ce qui peut irriter la barrière intestinale. Donc c'est important si vous avez souvent des reflux, si vous sentez des lourdeurs au niveau de l'estomac. Voilà, s'il y a des soucis au niveau de l'estomac, quoi qu'il arrive, consultez. Allez voir un nutrithérapeute, un naturopathe pour être accompagné là-dessus, parce que c'est parfois en allant voir ce qui se passe au-delà de l'intestin qu'on aide à soigner l'intestin, souvent même. Et puis on va chercher à lutter contre les carences en vitamine D, j'en parlerai cette semaine, l'importance de la vitamine D, en zinc aussi, qui est très important pour la réparation des muqueuses. Et puis bien sûr, on peut aussi penser à faire des cures de bouillon d'os qui sont très riches en glutamine, en collagène, pour aller prendre soin de l'intestin ou se complémenter aussi en glutamine ou collagène si besoin. Voilà déjà pour les comportements qui vont permettre de limiter grandement les problèmes. D'accord ? Donc si je résume, je vous disais réduire progressivement les sources, remplacer par des aliments qui sont très pauvres en oxalates, prendre soin de votre microbiote, de votre santé intestinale, limiter l'inflammation,
Donc ça, vous avez les informations. L'inflammation, encore une fois, allez voir ma masterclass sur YouTube pour compléter si besoin. Et puis, il y a d'autres comportements qui sont protecteurs. On n'y pense pas toujours, mais pourtant, c'est extrêmement important aussi. Un, c'est de boire suffisamment. Ça, vraiment, je parle en connaissance de cause. J'ai eu une période de ma vie où je n'arrivais plus à boire pour plein de raisons. Je voyageais beaucoup, je n'avais pas accès à des eaux de bonne qualité. Puis ça tombait à un moment de ma vie où j'étais pas au top de ma forme et je me rendais compte que je m'hydratais plus du tout assez en fait. Même si je savais, bien sûr, voilà, c'est le cordonnier le plus mal chaussé quoi. Mais vraiment, j'ai eu une période où j'avais du mal à boire et j'ai vu que j'avais des symptômes, notamment comme des douleurs en fait un peu diffuses, de la fatigue, ces symptômes qui ressemblent aux oxalates et juste en buvant plus en fait ça allait mieux. Donc buvez suffisamment. 2, limiter le sel. Et là, je vais préciser, peu importe le sel que vous consommez, sel de table basique, mais même le meilleur sel de Guérande que vous pourriez trouver, ou d'Himalaya ou que sais-je, ça reste du sel. Et tous les aliments qui sont très riches en sel, à savoir le pain, la charcuterie et le fromage, c'est vraiment le trio gagnant bourré de sel, qui est néfaste si vous avez un terrain à calcul ou si vous avez ces symptômes qui sont exacerbés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'excès de sel favorise l'excrétion de calcium dans les urines. Et si vous avez bien compris ce que je disais précédemment, si on a trop de calcium dans les urines avec les oxalates, c'est là en fait qu'on crée des calculs et qu'on se retrouve avec des problèmes. Okay ? Et puis pour terminer au niveau des gestes qui vous permettent de vous protéger en fait de ces oxalates, c'est la cuisson. Donc je vous le disais précédemment, l'ébullition est très efficace, c'est ça, j'ai de nouveau les chiffres sous les yeux. Donc ça diminue de 40 à 80% les oxalates que contiennent vos aliments. Donc ça c'est quand c'est dans l'eau bouillante. Le trempage, environ 12 heures de trempage diminue 13% des oxalates. Donc juste de faire tremper vos légumes, de faire tremper vos céréales, etc. Ça va être très aidant. Et puis la fermentation, c'est jusqu'à 30% en moins grâce aux bactéries. Voilà, je vous redonne les chiffres parce que j'en parlais précédemment. Voilà les amis pour ce sujet. Je ferai peut-être un petit panneau attention aux personnes qui prennent beaucoup de médicaments, ceux qui abusent du paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène par exemple. On sait que pour les personnes qui ont des problèmes digestifs, qui ont des perméabilités digestives, ces médicaments vont aggraver en fait ça et donc ça peut aggraver votre sensibilité à certains antinutriments dont les oxalates. Et puis, dans l'alimentation ultra transformée, on va avoir les émulsifiants aussi qui créent beaucoup de problèmes de perméabilité intestinale. Donc, je pense notamment à ce qu'on trouve beaucoup dans le bio, parce que là, j'ai certaines molécules, le carboxyméthylcellulose qu'on trouve parfois dans certains médicaments, dans certains aliments, le polysorbate 80, mais aussi les carragénanes qu'on trouve beaucoup dans les laits végétaux. Et ça peut, en fait, à la longue, faire aussi en sorte que ça aggrave ces problèmes. Je préciserai d'ailleurs sur les laits végétaux que c'est pas parce que c'est végétal que c'est sain, d'accord ? N'oubliez pas que ce qui compte, c'est qu'il y ait le moins d'ingrédients possible sur votre étiquette. Donc, si vous n'avez pas le temps de faire vos laits végétaux, eh bien, choisissez des marques qui ont le moins d'émulsifiants possible ou d'adjuvants. Par exemple, je pense à Alpro, ça clairement vous pouvez oublier, ou alors c'est très occasionnel. Mais sinon, allez plutôt sur des marques comme Wood Health, R-U-D-E, Health, H-E-A, LTH, Health Santé en anglais. Par exemple, ils ont des laits végétaux avec juste de l'amande et de l'eau ou de l'avoine et de l'eau. Alors, petite parenthèse, évitez le lait de riz et le lait d'avoine notamment qui ont un index glycémique extrêmement élevé. Donc, c'est une bombe de sucre. C'est tout d'un coup, votre insuline est sécrétée en très grande quantité quand vous consommez ces laits. Donc, s'il n'y a pas de gros problèmes d'oxalate, vous pouvez prendre du lait d'amande ou alors du lait de coco, par exemple, du lait de cajou qui contient, attention, aussi des oxalates. Donc voilà, c'est vraiment selon vos ressentis. Moi, je prends que coco, amande, cajou le plus souvent possible. Parfois, je fais noisette, mais je la fais chez moi parce que les laits industriels, c'est souvent noisette et lait de riz mélangés. Donc voilà. Et puis après, si vous êtes dans un restaurant et qu'ils ont que du lait d'avoine, bon, il n'y a pas de quoi vous mettre la rate au courbouillon, d'accord ? De temps en temps, c'est pas bien grave, mais ça vous permet juste d'avoir conscience de comment consommer, de comment vous nourrir, en fait, 80% du temps pour soutenir votre santé et votre longévité en bonne santé à long terme. Ok ? Voilà pour ça. Est-ce que j'avais mis d'autres petites choses dans mes notes ? On est bon, je vous ai tout dit. Donc j'espère que ce sujet sur les oxalates sera beaucoup plus clair pour vous. Curieuse de votre avis, bien sûr, si vous voulez témoigner, si vous voulez partager des choses en descriptif du podcast ou sur YouTube, je vous en prie, faites-le. C'est toujours très intéressant et riche de voir les avis de chacun.
et je vous retrouve demain pour parler justement des antinutriments. À très vite.